Et nous voulons remercier les autorités qui sont là, membres du gouvernement, serviteurs de Dieu, chefs d'entreprise. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Nous voulons aussi dire un grand merci à vous, que vous soyez cadres, entrepreneurs, commerçants, enseignants. Votre rôle dans la société est très capital. Merci d'avoir disposé de votre temps. Nous allons passer un moment puissant qui va marquer tout le reste de votre vie. Nous avons tenu la même conférence à Lubumbashi et cela a eu un très grand impact. Nous croyons également que ce matin, l'information que vous allez recevoir va vous ouvrir les horizons, vous ouvrir les yeux. Pour ceux qui se sont fait enregistrer en ligne, nous vous avons envoyé la synthèse de la conférence d'aujourd'hui. Je vais juste tracer les grandes lignes des objectifs, mais avant cela, j'aimerais vous encourager de pouvoir vous documenter. Nous avons apporté des livres qui peuvent vous permettre de continuer à approfondir la connaissance, vous enrichir dans la connaissance. J'ai l'habitude de dire que la plus grande richesse dans la vie d'un homme est celui que nous plaçons au-dessus des épaules. Tout ce qu'on passe à ce niveau nous aide à progresser. En dessous des épaules, c'est peut-être un bon décor qui peut plaire au regard, mais ça profite très peu. Donc, si vous avez une garde-robe riche, rassurez-vous aussi que votre bibliothèque est aussi riche. Alors, il y a des livres très intéressants, il y a certains titres qui ne sont plus là, parce que nous avons, comme je dis, organisé cette conférence et plusieurs titres ont déjà été pris. Ce livre-ci, je vous le recommande. Ça, c'est les chefs-d'œuvre de tout ce que nous avons publié. Le titre, c'est « Bâtir sur le roc, une vie de succès durable ». Lisez ce livre, il y a seulement quelques exemplaires qui restent. Il y a un autre ici, « Devenez un leader efficace, bâtir une équipe performante, maximiser votre existence, les principes du leadership d'équipe, les clés du bonheur conjugal. Les gens peuvent se poser la question, qu'est-ce que le leadership et l'entrepreneuriat a à voir avec la vie de couple? C'est le fondement de tout. Quand on rate la famille, on rate la nation. Cultivez une foi inébranlable. La puissance de relation. Rebondir après une défaite. Pour les jeunes, le bon choix du conjoint. Si vous ratez à ce niveau, vous risquez de rater votre vie. Les 5 clés du leadership de soi. Pour ceux qui veulent servir le Seigneur efficacement, discerner l'appel au ministère. Savoir discerner la volonté de Dieu. Comprendre l'œuvre du Saint-Esprit.
les principes d'une vie de prière efficace et le royaume et l'économie de Dieu. La Bible n'est pas un livre religieux. C'est un livre de référence. C'est un manuel de référence. De la même façon que lorsque vous achetez un appareil, que vous ouvrez le carton, il y a un guide, il y a un manuel. Celui qui vous a conçu a aussi prévu un manuel. Un manuel Alors, procurez-vous, je crois qu'il y a peut-être 5 exemplaires par titre. Donc, le premier à se présenter sera le premier à être servi. Je vais signer à la fin pour et glisser un petit mot sur vos livres. Merci beaucoup. Alors, voici la synthèse des objectifs de la conférence. Vous pouvez commencer à noter. Cette conférence vise à offrir des clés pratiques et des stratégies éprouvées pour guider les participants de la pauvreté vers la prospérité. Elle met l'accent sur la manière de bâtir une richesse durable. Donc nous parlons de la richesse durable. La richesse qui va au-delà de votre vie. Une richesse générationnelle. Il s'agit d'éradiquer la pauvreté, non pas seulement dans votre vie, mais également dans la vie des futures générations, après vous. Alors, nous voulons aussi vous aider à adopter une gestion financière éclairée. Je voyage beaucoup en Afrique dans ces derniers temps, dans plusieurs pays africains. Le constat est le même. Ce sont des pays riches, potentiellement, mais avec des populations pauvres. La pièce qui manque, c'est l'intelligence financière. Tout est là. Les talents, vous les avez. Les opportunités, vous les avez. La nature a béni ce continent. Nous avons des terres, nous avons des ressources du sol et du sous-sol, et nous avons l'une des grandes populations du monde. Ce qui manque, c'est la connaissance. Une connaissance ciblée. Pas une connaissance générale, une connaissance ciblée. Il y a un adage qui dit, il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête pleine. Pour créer la richesse durable, vous n'avez pas besoin de tout connaître. Vous n'êtes même pas obligé d'être le plus intelligent de tous. Ce ne sont pas les plus intelligents qui réussissent. Il faut avoir de la connaissance ciblée. Une connaissance objective. Il y a des choses qu'il ne faut pas connaître. Ce n'est pas important. La plupart des Américains, si tu poses la question où se trouve le Congo, ils ne connaissent pas. Mais ça ne les empêche pas d'être la plus grande puissance au monde. Certains n'ont jamais pris l'avion, ne sont jamais sortis des États-Unis. Il faut connaître les choses essentielles. Les choses essentielles. Un expert est une personne qui connaît peu, mais qui connaît mieux le peu qu'il connaît. Un généraliste
connaît beaucoup. Les experts sont rémunérés plus que les généralistes. Je reprends encore, un expert connaît peu, mais il connaît mieux le peu qu'il connaît. Alors, l'objectif principal de notre conférence est de transmettre des connaissances essentielles sur la création de richesses, la gestion intelligente de ressources et l'amélioration de la situation économique de nos familles. Je vais beaucoup insister sur la famille. Sans passer par la famille. Le monde de Dieu, Dieu qui est plus intelligent que nous tous. Il y a des gens qui pensent que Dieu est religieux, il n'est pas religieux. Dieu, c'est le plus grand scientifique qui puisse exister. Si la technologie actuelle vous étonne, celle de Dieu doit vous étonner plus. Pendant que je parle, il y a une activité extraordinaire qui se passe dans votre cerveau. Depuis l'enfance, votre cerveau a capté des sons. Donc la technique, si nous avons déjà un meilleur son, ne chiffotez pas parce que ça interfère avec ma communication. Pendant l'enfance, pendant que vous grandissez, les parents et tous ceux qui étaient autour de vous prononçaient des mots. Papa, maman, orange, citron, banane. Et ce son ont été enregistrés dans votre cerveau. Mieux encore, les 2 caméras que Dieu vous a données ici, que vous appelez les yeux, chaque fois qu'on vous dit livre, les oreilles enregistrent le son, transfèrent au cerveau. Le cerveau sauvegarde ce son. Il y a un disque dur dans votre cerveau où tous les sons qui pénètrent vos oreilles sont enregistrés. Et les yeux photographient dans une fraction de seconde l'image qui correspond au son et relie les deux, l'image et le son. Il y a des fichiers dans votre cerveau. Et chaque fois qu'on dit livre, le son pénètre, le système prend le fichier où on avait pris, emmagasiné le son et l'image, et vous comprenez le livre c'est quoi. Donc lorsque je vous dis, je vous donne un mot et que vous dites je n'ai pas compris, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'image correspondant au mot que je prononçais. Et c'est Dieu qui a créé ce cerveau que vous avez. Donc les principes que je vais vous donner m'ont été inspirés par celui qui nous a créés. Ce sont ces principes que je vais vous communiquer. Il y a 2 passages dans le livre de référence. Je vous ai dit que ce n'est pas un livre religieux, j'appelle cela le livre de référence. Parce que la Bible veut dire tout simplement le livre. C'est tout ce que ça veut dire. Ce n'est pas un mot spirituel, chrétien ou non chrétien. La Bible veut dire livre. Quand on dit la Bible, ça veut dire tout simplement le livre. Vous avez compris, n'est-ce pas? Il y a un passage qui dit qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous enrichir. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle. Un jour, il dit aux disciples, les pauvres, vous les aurez toujours parmi vous. Vous. Donc on rapproche ces 2 passages. D'un côté, on nous dit,
qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est comme s'il avait éradiqué la pauvreté. Mais de l'autre côté, on nous dit, malgré qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir, il y aura toujours des pauvres parmi nous. Alors il va plus loin, il dit, je place devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. C'est à toi de faire le choix. En d'autres termes, la richesse est un choix, la pauvreté est également un choix. Ce n'est ni la malédiction de tes ancêtres, la malédiction de ta famille, tout ce qu'on raconte tout autour de nous, ce n'est même pas la sorcellerie. Parce que plus sorcier que le Congo, il y en a. Il y a des pays plus sorciers. J'ai vécu, à mon arrivée aux États-Unis, dans une région qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, là où il y a parmi les premières colonies de l'Amérique, entre autres l'État de Massachusetts. Il y a un autre État qu'on appelle l'État de Maine. Et il y a une ville qu'on appelle Salem. Salem, officiellement, est une ville de sorciers, officiellement. Donc c'était même écrit The City of Witchcraft. C'est écrit. Il ne se cache pas. Il dit, ce sont les sorciers, en fait. Les sorciers qu'on pendait, qu'on brûlait à l'époque, ont fui pour aller commencer une ville. Et cette ville de sorciers a des infrastructures, des aéroports plus que Colosie. Donc si vous me dites que c'est la pauvreté des Africains qui crée le chaos, moi je vais vous amener, si vous voulez qu'on organise un voyage, on peut aller ensemble dans la ville des sorciers aux États-Unis. Et vous allez voir combien est-ce que c'est développé. Il y a des principes universels qui n'ont rien à voir avec la couleur de votre religion. Celui qui ne sème pas ne moissonnera pas. Et celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ce sont des principes universels. Un peu de paresse, un peu de sommeil, un peu de croiser les bras, et la pauvreté vous surprendra. C'est écrit. Pour être riche, ça n'a rien à voir avec être chrétien ou pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Dubaï est musulman, ils sont riches. L'Amérique est laïque, ils sont riches. La richesse n'a rien à voir avec votre foi ou votre confession. La foi a sa place, mais la création de richesse ne passe pas par toutes les pratiques qu'on nous montre ici. Sinon, les églises allaient déjà créer une très grande richesse dans ce pays. Vous avez compris, n'est-ce pas? C'est clair jusque-là. Je vous parlerai des choses réelles. Votre famille n'est pas maudite. Prochainement, quand on annonce un événement comme celui-ci, emballez tous les membres de la famille. Parce que la délivrance de votre famille passe par cette connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité que vous connaissez vous affranchira. Je vais vous dire des choses simples, mais capitales. C'est tellement simple que vous pouvez passer à côté. Les gens pensent que la création des richesses passe par des principes sophistiqués, compliqués. Aujourd'hui, je vais vous montrer que par des principes simples, accessibles à tous, peu importe dans quelle famille vous êtes né, peu importe votre genre, que vous soyez fille ou garçon, peu importe votre âge. À Lubumbashi, je dis, donnez-nous vos enfants. Donnez-nous vos enfants. Vous n'êtes pas
obligés de les élever seuls. En Afrique, on dit que ça prend tout un village pour élever un enfant. Nous sommes là pour vos enfants. En anglais, nous disons, time is money. On peut traduire en français en disant, le temps, c'est de l'argent. Si le temps, c'est de l'argent, ça veut dire que la jeunesse est une richesse. Parce que les jeunes ont plus de temps que le vieux. Donc, à quel âge est-ce que l'enfant doit apprendre les principes qui produisent la richesse? Dès qu'il a l'âge de comprendre ce que je dis. Donc, si à 10 ans, il peut comprendre ce que je dis, vous devez l'amener pour qu'il écoute. Nous comprenons, n'est-ce pas? On comprend jusque-là? Je disais, Pasteur Patrick, avec qui on venait aujourd'hui, à 12 ans, Jésus n'était pas à l'école de dimanche. À 12 ans, il passait le temps avec le docteur de la loi et avait des discussions de grande portée. Il faut lire. À 12 ans. Warren Buffett, un des milliardaires américains, a commencé à investir à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, il a des milliards. Si le temps, c'est de l'argent, plus tôt vous commencez, mieux c'est. Nos ancêtres se mariaient à 15 ans, 16 ans. Aujourd'hui, les garçons se marient à 40 ans. Dans un pays où il y a l'espérance de vie de 55 ans. Donc, vous vous mariez 15 ans après, vous laissez des orphelins. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il faut commencer la vie tôt. Avoir les enfants tôt. Parce que le temps, c'est de l'argent. Et pour ce faire, il ne faut pas penser comme tout le monde. Il faut penser différemment. Les choses que je vous dis, si on m'avait dit ça quand j'étais jeune, je serais encore plus loin. Donc, heureuses les oreilles qui entendent ces choses. Qu'est-ce que vous allez gagner dans cette conférence? Elle va vous éclairer et vous aider à développer une intelligence financière. Vous allez apprendre des astuces, comment mieux gérer vos finances, investir de manière judicieuse et bâtir une richesse durable. Nous allons aussi vous donner accès à des stratégies concrètes. Vous allez recevoir des outils pratiques pour sortir de la pauvreté, éviter le piège financier courant et garantir un avenir prospère. Nous allons vous aider à renforcer la prospérité de vos communautés. Je vais beaucoup insister sur la synergie et l'importance de travailler en communauté. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez contribuer à la croissance économique collective en partageant et en appliquant des principes de gestion financière dans votre famille et dans votre cercle d'influence. Je vais aussi insister sur l'immigration organisée comme levier de prospérité. Comment miser sur l'immigration pour créer de la richesse durable. La plupart des expatriés qui sont ici étaient pauvres dans leur pays. Ils ont misé sur l'immigration, ils ont créé de la richesse. Ils ne l'ont pas fait dans leur pays, ils l'ont fait dans d'autres pays. Partout dans la Bible, vous allez voir Abraham profiter de l'immigration et créer de la richesse. Isaac, il y a plusieurs passages comme ça qu'on lit, mais on ne comprend pas ce qu'on lit. Mais j'insiste sur l'immigration organisée, non pas la fuite de la faim. Parce qu'il y a des gens qui fuient la pauvreté
pour aller risquer sur l'océan, etc., etc., et devenir esclaves sur le sol étranger. Pourtant, quand nous regardons les autres qui immigrent chez nous, nous pouvons voir qu'avant de venir, ils se sont mis ensemble, ils ont réfléchi, ils ont monté des plans, ils ont choisi un pays, et lorsqu'ils se sont engagés, ils prospèrent dans ce pays. Nous, on sort en désordre. Chacun pour soi. Licenciés qui lavent les assiettes aux États-Unis, nettoient les toilettes. Immigration désordonnée. Il faut d'abord s'asseoir, monter des stratégies, sortir comme une armée. Vous avez compris, n'est-ce pas? Viser des cibles, des pays, des industries où vous pouvez vous aussi aller dominer sur d'autres terres. C'est clair, n'est-ce pas? Alors, nous allons d'abord commencer par parler et définir ce que nous entendons par l'intelligence financière. Écrivez cela. On ne peut pas parler de l'intelligence financière sans parler de la pauvreté, n'est-ce pas? Donc, il y a ce contraste-là entre les deux. Notez premièrement que la pauvreté, c'est plus qu'un manque d'argent. C'est plus qu'un manque d'argent. La pauvreté est une condition mentale, un ensemble de croyances qui limitent nos actions et qui nous maintiennent dans des comportements qui nous empêchent de prospérer. Je reprends encore, la pauvreté est plus qu'un manque d'argent, c'est une condition mentale, un ensemble de croyances qui limitent nos actions et nous maintiennent dans des comportements qui nous empêchent de prospérer. Donc la pauvreté est un état d'âme. La pauvreté se manifeste par des décisions économiques non éclairées, des mauvaises décisions économiques, une mauvaise gestion de ressources et une incapacité à saisir les opportunités. La pauvreté, c'est l'incapacité à utiliser efficacement les ressources que nous avons à notre disposition pour créer quelque chose de plus grand. C'est la pauvreté. Je vous donne un exemple simple. Faites sortir vos téléphones et activez vos calculatrices parce que nous allons faire un peu de mathématiques. Nous allons mettre des chiffres ensemble. Nous sommes en ligne également, donc si vous avez des amis qui sont restés à la maison, vous pouvez leur partager le lien, je vous autorise de le faire. C'est sur notre page Facebook, Dr José Muzingu. Donc si vous êtes dans la salle ici, profitez pour appuyer j'aime, like. Ça permet à ce que vous soyez toujours notifiés et que vous puissiez voir tout ce que je poste. Je mets beaucoup de choses sur ma page. Donc cette conférence passe en direct et les gens suivent ça de partout dans le monde. C'est pour ça que si la personne qui fait louer cette salle comprenait que tous ces désordres, en Amérique on voit ça. Au Canada on voit tout ça, les micros qui sifflent, on voit ça partout. Les gens voient ça. Ok. Alors, je vais vous donner le chiffre. Regarde, c'est pour appuyer cette définition où nous disons que la pauvreté se manifeste par des décisions économiques non éclairées. Des décisions économiques non éclairées. C'est ce qui engendre la pauvreté. J'étais à Kinshasa, il y a peut-être 20 ans en arrière, animant une conférence comme celle-ci. C'était avec la société civile. Alors j'ai fait des recherches personnelles et j'ai compris que les consommateurs de bière à Kinshasa, à eux seuls, peuvent financer le budget national avec l'argent qu'ils dépensent dans la bière. Les gens étaient choqués. J'ai dit, je vais vous démontrer cela. À l'époque, le budget national était de 7 milliards de dollars.
cette époque-là. 7 milliards. Faites sortir votre calculatrice. La bière coûtait 1500 francs à l'époque. Et la population de Kinshasa était d'environ 12 millions d'habitants. Notez tous ces chiffres-là. Alors j'ai posé la question de savoir quelle portion de la population consomme 3 bouteilles de bière par jour. C'est-à-dire une bouteille le matin, une bouteille à midi et le soir. Donc chaque repas, déjeuner, bière. Dîner, bière. Souper, bière. On m'a dit, en tout cas, c'est au moins 1/3 de la population. Moi, je dis, est-ce que vous êtes sûr? Parce qu'il y a beaucoup de pauvres ici. Il dit, non, docteur, les pauvres consomment même plus que les riches. Et ah, ok. Donc, toutes les poches confondues, dit toutes les poches confondues. Les pauvres peuvent même faire un casier par jour. Moi, je dis, c'est seulement à Gombe ou bien dans toutes les communes. Il dit, à Gombe, c'est même moins. Dans les communes, là, c'est là où il y a concentration de consommateurs. Je dis, ok, donc, nous n'allons pas nous tromper dans nos calculs. Donc, on a pris une bouteille de bière, 1500 fois 3, ça nous faisait 4500 francs. À l'époque, 4500 francs valaient 5 $. 5 $. 4500 francs à cette époque-là. Alors, je dis, est-ce qu'ils consomment seulement de lundi à vendredi ou bien le week-end? Il dit, c'est 7 jours sur 7. D'ailleurs, le week-end, ils en prennent encore plus. Et ah, ok. Donc, on est dans le bon. Donc, le chiffre, les calculs vont marcher. Donc, on a pris 5. Donc, on nous dit qu'ils font 7 jours sur 7 avec ce comportement. Et nous avons pris 5 $ fois 30 jours, c'est-à-dire qu'ils consomment ça pendant 30 jours. Ça nous a fait combien? 150 $. Eux, ils ne sentent pas ça. Les Mélangaya Malili, ils ne sentent pas ça, ils ne sentent pas ça. Donc c'est juste une bouteille, à la fois. On ne comptabilise pas. Je ne suis pas en train de dire qu'on condamne ceux qui boivent. Non, non, c'est vérifiable avec le sucré aussi. Vous avez compris, n'est-ce pas? On peut faire le même calcul. Alors, ça faisait 150 fois 12. Vous avez votre calculatrice? Ça nous fait combien? Combien? 1800. 1800 $. On ne le sent pas. Parce que c'est 1500 francs à la fois. On ne le sent pas. Mais ça s'accumule, n'est-ce pas? Alors, je pose la question, je dis 2/3 de la population. Si la population, plutôt 1/3 de la population, si la population est de 12 millions, 1/3, ça représente combien? 4 millions. Prenez maintenant 4 millions fois 1800. 4 millions fois 1800, ça fait combien? 7 milliards 200 millions à Kinshasa seulement. Le budget national consommé. Alors je vais plus loin, je dis, si vous voulez investir dans l'éducation, vous voulez construire des écoles de très haut niveau. À l'époque, il y avait aussi des promoteurs d'écoles dans la salle. J'ai dit, ça prend un budget de combien par école pour créer une école de très haute qualité? Ils m'ont dit 5 millions de $ à l'époque. 5 millions de $ à Kinshasa. Prenez 7 milliards 200 millions divisé par 5 millions. Combien d'écoles ont été consommées? Combien d'écoles? Combien? 1440 écoles. Et on envoie ces enfants à l'étranger parce qu'il n'y a pas d'école. Mais on boit l'école. Pas l'alcool, mais l'école. La pauvreté se manifeste par des décisions économiques non éclairées.
Ça, c'est une décision économique dont on met à la balance éducation des enfants, boisson. On a choisi quoi? Et si vous ajoutez les autres consommations, les habits, les make-up, les perruques, les chaussures, les voitures, les grosses voitures qui consomment du carburant que nous ne produisons pas, l'entretien, vous serez scandalisés que toutes les routes que nous cherchons, toutes les écoles que nous cherchons, tous les meilleurs hôpitaux que nous cherchons, tous les aéroports que nous cherchons sont déjà dans nos poches. Nous avons ça dans nos poches. Voici la sagesse de Dieu. La Bible dit ceci, le livre de référence. Je vous ai dit, je vais citer le livre de référence. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu prend tout un champ, une plantation, des mangues. Il le met dans un noyau de mangue. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc, si je suis devant vous et que je vous présente un noyau de mangue et que je vous pose la question, qu'est-ce que je tiens dans ma main? La plupart diront, tu tiens un noyau de mangue. Mais celui qui veut extrapoler et aller plus loin va dire, tu tiens un manguier. Parce que dans chaque noyau de mangue, il y a un manguier. Quelqu'un d'autre peut même aller plus loin pour dire, tu tiens des mangues. Parce que dans chaque manguier, il y a des mangues. Donc, quand je tiens dans ma main un noyau de mangue, ce n'est pas un noyau de mangue. Je tiens dans ma main un noyau de mangue qui a un manguier, qui a des mangues, qui ont des noyaux, qui ont des manguiers, qui ont des mangues, qui ont des noyaux, qui ont des manguiers, qui ont des mangues, qui ont des noyaux. Ces noyaux ont des manguiers, ces manguiers ont des mangues, et ces mangues ont des noyaux, et ces noyaux ont des manguiers, et ces manguiers ont des mangues, et ces mangues ont des... Donc je peux passer tout le reste de ma vie à dire ça. Donc en d'autres termes, Dieu prend toute une forêt pleine de mangues et résume cela en un noyau. Dieu prend les millions que vous devez produire et résume cela dans un salaire de $100. $100 de salaire est suffisant pour créer des millions. C'est juste votre cerveau qui doit comprendre que ce que je tiens, ce n'est pas un noyau, c'est une forêt. J'ai des millions résumés dans un billet de $100. J'ai toujours dit aux salariés qu'il ne faut jamais vivre de votre salaire. Chaque fois qu'on vous paye, faites-en une semence que le don d'entrepreneuriat va prendre ces $100 et les multiplier à $1000 avant de le consommer. Faisons les calculs. Reprenez vos calculatrices. J'ai $100 aujourd'hui. Je vous ai dit quoi? Le temps, c'est de
Si vous deviez écrire une formule au tableau, ça sera quoi? Temps égale argent. Donc, si j'ai le temps, qu'est-ce que j'ai? Quand je demande à Dieu l'argent, il me donne quoi? Ah, vous avez compris maintenant. Nous sommes en train de grandir. Est-ce que Dieu a donné à Adam et Ève l'argent? Oui. Sous forme de quoi? Sous forme de temps. Je reprends encore. Est-ce que Dieu a donné à Adam et Ève l'argent? Oui. Sous forme de quoi? Sous forme de temps. Donc, lorsque nous naissons, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Parce que nous avons tous 24 heures par jour. Il n'y en a personne qui en a plus. Aucun bébé, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit noir. Tous les enfants naissent avec la même chance, 24 heures par jour. Dans la même famille, nous naissons tous avec 24 heures par jour. La différence commence à s'observer en fonction de l'emploi du temps et la gestion du temps des uns et des autres. C'est ce qui fait la différence. Alors, vous avez 100 $. Docteur José dit, interdiction formelle de vivre de ces 100 $. Vous devez d'abord l'investir. Alors, les gens vont me poser la question, mais je vais vivre comment si je l'investis? On va découvrir tout ça. Vous l'investissez en apportant le facteur temps, n'est-ce pas? Et vous produisez une rentabilité au centuple. Donc, vos 100 $ deviennent 1000 $. Dans la durée de temps. Ça dépend maintenant de votre capacité. Ça vous prend combien de temps pour aller de 100 à 1000? La chose, qu'est-ce qui coûte ici 100 $? Quelque chose de valeur qui coûte 100 $ que les gens achètent souvent. Donnez-moi un exemple. J'aimerais que ça soit interactif. Téléphone. Est-ce que c'est mauvais d'avoir un téléphone? Non. Tout ce que je suis en train d'apprendre, c'est quel est le timing de l'achat du téléphone. Vous l'achetez quand vous avez 100 $ ou vous l'achetez un peu plus tard. Moi, je vous dis, vous décalez. Le 100 $, j'ai besoin d'un téléphone. J'ai les 100 $ qui peuvent acheter le téléphone, mais j'enterre d'abord le 100 $. Il dit, si un grain de blé qui est jeté à terre ne meurt, il reste seul. Cet argent doit mourir. Il doit disparaître de votre poche. Il doit disparaître de votre pensée. Par quel mécanisme? Par les mécanismes qu'on appelle investissement. Vous avez compris, n'est-ce pas? Je l'investis à profit et il me produit 1000 $. Maintenant, je suis prêt à acheter mon téléphone. Admettons même que le téléphone, le temps que je sois prêt à l'acheter, le prix a déjà doublé. Vous avez compris, n'est-ce pas? Il coûte maintenant combien? Je l'achète à 200, il me reste combien dans la poche? Si j'avais acheté à 100, il me resterait combien dans la poche? À la fin, tu as un téléphone, moi j'ai un téléphone, toi tu as un téléphone avec rien dans la poche, moi j'ai un téléphone avec 800 $ dans la poche. La différence entre nous deux, c'est qu'il y a un qui a l'intelligence financière et l'autre ne l'a pas. Alors, quelqu'un m'a dit, docteur, tous ces principes, c'est bien pour l'Amérique. Hein? Ici, chez nous, d'abord, les 100 $, là, ça ne suffit même pas. Même pour acheter quoi, même, je n'ai même pas ça. Alors, je vais poser la question, je vais poser la même question dans la salle ici. Qui a déjà été au chômage? Levez la main si vous avez déjà été chômeur. Moi, j'ai déjà été chômeur. Qui a déjà été chômeur? Okay. Qui parmi nous peut dire qu'il a expérimenté le chômage le plus prolongé? Donc, il nous a battus, nous tous ici. Son chômage a duré plus que notre chômage à nous. Lève la main là où tu es. À Lubumbashi, la personne qui avait levé la main avait passé 10 ans de chômage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut battre cette personne-là qui a passé plus de 10 ans de chômage?
Qui a passé 10 ans au moins? En moyenne. OK. Qui a passé 5 ans de chômage? En moyenne. OK. Il y a une personne là-bas. 5 ans de chômage. Quand il y a une maman ici qui est tout près de moi, donc je vais travailler avec la maman. Quand vous étiez au chômage pendant 5 ans, vous gagnez combien par mois? Hein? 0. Vous gagnez combien? 0. Vous êtes mort? Si tu peux vivre sans rien, comment tu ne peux pas vivre avec 100 $? Moi, ça me choque. Je ne comprends pas. Comment quelqu'un dit, quand je suis chômeur, je n'ai rien, mais quand j'ai 100 $, ça ne suffit pas. Et si je me comportais avec le 100 $ comme si j'étais encore au chômage? Et que pour moi, c'est comme si ça n'existait pas. Et que je prenais des décisions intelligentes. Je serais loin. Qui vient de gagner quelque chose? Tout est dans la pensée. Nous allons vous apprendre de réflexes parce que le cerveau doit être habitué à prendre des décisions rapides par rapport à l'argent. Vous devez développer des réflexes comme un deuxième sens. Vous avez compris, n'est-ce pas? Sans fournir des efforts, vous prenez des décisions conscientes par rapport aux ressources limitées que Dieu met dans vos mains. Il y a 5000 personnes qui suivent Jésus et ils sont affamés. Et on y renvoie la foule. Et on fait le constat, il y a 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Et tout ce qu'on a pu identifier, c'est combien? 5 pains et 2 poissons. Si la personne qui l'a apporté avait déjà bouffé, tout le monde aurait le problème. Parce que cette personne n'a pas mangé immédiatement, a accepté de sacrifier. Les pains et les poissons ont quitté ses mains. C'est ça l'investissement. L'argent qui ne quitte pas ta main ne se multiplie pas. Fais l'expérience. Mets 100 $ dans ta poche, accroche la chemise sur ton porte-manteau. Viens voir 2 ans après. Vérifie combien tu auras. Ça ne va pas se multiplier. Quelqu'un a dit tu auras même moins parce que les souris peuvent passer et ronger ça. Vous avez compris, n'est-ce pas? Le seul argent qui se multiplie est celui qui quitte ta main. Celui que tu risques. Si tu ne risques pas, tu prends des grands risques. Les plus grands risques, c'est de ne pas risquer. Parce qu'on rate 100% des tirs qu'on n'a jamais osé tirer. On rate 100% des tirs qu'on n'a jamais osé tirer. Quand tu ne risques pas, tu risques de rater ta vie. On ne peut pas parler d'investissement sans risque. La personne qui a construit cette salle n'avait pas reçu la promesse que nous viendrons ici. Il a pris le risque, il a mis l'argent, il a déployé ce moyen en ayant la foi que les gens viendront. Il n'y a pas de garantie que les clients viendront. Mais on prend ce risque. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, je viens de vous apprendre la loi du décalage de l'impulsion des dépenses. Décalage de l'impulsion des dépenses. Ce n'est pas mauvais de dépenser, mais il y a un bon timing pour chaque dépense. Il y a un bon timing. Quand vous dépensez au mauvais moment, vous n'allez pas avoir de bons résultats. Je vous ai donné l'exemple. J'ai eu les téléphones
mais je l'ai eu de manière sage. Je n'ai pas mangé ma sémence de 100 $, j'ai semé ma sémence dans une idée d'entreprise, n'est-ce pas? J'ai offert de services aux gens qui m'ont payé plus que les 100 $ de départ. Je produis 1000, j'ai dépensé 200, il me restait 800. Si je fais encore le même exercice, si je peux produire, je peux aller de 100 à 1000 et j'en ai la capacité. Quand j'ai 800, j'emploie les mêmes techniques. Après, j'ai combien? 8000. Si j'emploie les mêmes techniques, j'ai combien? Combien? Et si j'emploie encore les mêmes techniques, j'ai combien? Prenez votre calculatrice, je vous ai dit de prendre la calculatrice. Si c'est multiplié par les mêmes coefficients chaque fois, en fonction de ma capacité. Je suis à 8000, j'avais commencé avec combien? 100. Mais quand tu as demandé 8000, Dieu t'a donné 100, tu pensais qu'il te devait encore 7900. Et Seigneur, tu m'avais promis 8000, mais tu m'as donné 100. Ok, je pars à la montagne te rappeler toutes tes promesses. Tu me dois encore 7900. Selon le contrat de promesse. Dieu dit, je t'avais déjà donné les 8000, mais sous forme d'un billet de 100 $. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous avançons. Maintenant, nous allons définir ce que l'intelligence financière. Et puis, on va revenir encore vers la pauvreté. Parce que il faut bien cerner la pauvreté. Si nous ne comprenons pas la pauvreté, on ne peut pas créer la richesse. Il faut d'abord qu'on fasse le constat des ténèbres pour qu'il y ait besoin de la lumière. Si vous êtes conscient de votre état de pauvreté, c'est déjà un point de départ pour chercher à créer la richesse, pour éradiquer cette pauvreté. Alors, nous disons que l'intelligence financière, écrivez, c'est la définition. Je vais relire cela 2 fois, comme ça vous notez. L'intelligence financière, c'est la capacité de comprendre et d'appliquer des principes financiers solides pour faire croître ses ressources. Je reprends encore. L'intelligence financière, c'est la capacité de comprendre et d'appliquer des principes financiers solides pour faire croître ses ressources. Cela implique de savoir comment gérer ses revenus, comment gérer ses dépenses, comment gérer ses investissements et de maîtriser les mécanismes financiers qui permettent de créer de la richesse sur le long terme. Parlons de la richesse durable. L'intelligence financière ne se limite pas à savoir économiser. Elle consiste à prendre des décisions financières stratégiques qui mènent à la prospérité. J'ai pris ma retraite il y a 2 mois. Après une carrière de 25 ans aux États-Unis dans l'industrie financière. Je l'ai pris 10 ans avant l'âge moyen de la retraite aux États-Unis. Il y a même des gens aux États-Unis qui sont incapables d'aller en retraite. L'Amérique n'est pas un pays socialiste. C'est un pays capitaliste. Il n'y a presque pas de programmes sociaux. Il n'y en a presque pas. Si vous suivez les débats présidentiels, vous allez voir ces 2 classes. Où les républicains, catégoriquement, sont contre tout programme social. Pour dire, c'est la libre entreprise qui amène l'innovation, qui amène la productivité. Et que l'État ne doit pas interférer. N'est-ce pas?
Et les démocrates disent, non, l'État doit jouer son rôle, il faut taxer les citoyens et avec cet argent, créer des programmes sociaux pour soulager la population. C'est deux pensées qui se battent et l'une des pensées va gagner et après c'est l'autre pensée qui peut aussi gagner. Donc chaque fois l'économie prend la couleur de la pensée dominante. Vous avez compris, n'est-ce pas? Si vous travaillez pour l'État, peut-être qu'il y a la pension. Si vous travaillez pour les chemins de fer, peut-être qu'il y a la pension. Mais nous autres, qui avons travaillé pour des entreprises privées, il n'y a pas de pension. Donc quand on dit retraite, ne veut pas dire pension. Retraite veut dire tout simplement que tu te retires de ton emploi pour t'occuper de ton travail. Écrivez cela, écrivez, c'est très important. Je vous ai dit que je vais vous dire des choses que vous n'avez jamais entendues. Il y a une très grande différence entre emploi et travail. L'emploi, c'est l'activité que tu fais pour quelqu'un en échange avec un salaire. C'est-à-dire que tu lui prêtes ton temps et tes talents et il te récompense avec un salaire. C'est pour ça qu'on appelle ça emploi, c'est-à-dire qu'on t'emploie. Mais l'emploi ne t'exonore pas de ton travail. Parce que Dieu t'a créé avec une mission, un travail que tu dois réaliser avant de mourir. Donc, pendant que tu fais ton emploi, même si ça te paye bien comme le mien, mais payé très bien, mais la pression de mon travail pesait sur moi, je suis ici faisant mon travail. Ce que je fais avec vous, c'est pour ça que je suis né. Je suis né pour ça. Je suis né pour être ici avec vous et vous dire ce que je vous dis. Mais hier, je ne pouvais pas le faire parce que je faisais louer mon temps. Mon temps était en location auprès de mon employeur. Il contrôlait mon temps. Il me disait quand travailler, quand aller en vacances. Et il me donnait même le nombre de jours de vacances. Il avait le contrôle de ma vie. Jacob, chez Laban, avait un emploi. Il lui a coûté 14 ans. Et après, il s'est déployé. Vous avez compris, n'est-ce pas? La retraite, c'est d'aller de l'emploi au déploiement. Donc, il y a un travail qui t'attend. Tu dois prendre des décisions financières intelligentes pour qu'un jour, tu sois à mesure de dire au revoir, employeur. Merci pour tous les salaires de toutes ces années. Maintenant, je m'occupe de mon travail. Et quand est-ce qu'on prend sa retraite? Parce que moi, je me suis spécialisé dans le conseil financier pour préparer les gens à la retraite. Nous allons vous offrir ces services même dans cette ville, dans ce pays. C'est très important de vous faire accompagner de la même façon que vous ne vous soignez pas, ne prenez pas des décisions financières seuls. Vous devez avoir quelqu'un que vous consultez avant de prendre des décisions financières. Le plus grand risque de votre argent se trouve à votre niveau. Je peux vous garantir que personne n'a perdu votre argent comme vous-même. Vrai ou faux? Si vous mettez à la balance l'argent que les autres vous en font perdre et l'argent que vous vous êtes fait perdre, vous avez perdu plus. Si vous êtes intelligent, vous cherchez quelqu'un avec qui vous associer quand vous avez des décisions majeures. Et surtout ceux qui sont dans la carrière politique, votre carrière est très courte. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas?
C'est très court. Donc vous devez intensifier dans la prise des décisions intelligentes pour que dans un délai court, que vous puissiez produire ce qui prend toute une carrière. Dans un délai court, parce que vous avez pris des bonnes décisions. Et pour cela, il faut se faire accompagner. Écoutez, si Pharaon s'est fait accompagner par Joseph, un prisonnier, pour des questions économiques, lui, il est roi. Mais il va prendre un prisonnier à qui il cède toute la direction de son royaume. Toutes les grandes questions économiques, il dit, il n'y a que le trône qui me place au-dessus de toi. Rien ne se fera sur toute l'étendue de l'Égypte, sinon par tes ordres à toi. Voilà un homme intelligent. Et pour avoir pris cette décision, lorsqu'ils ont transité de 7 ans d'abondance vers 7 ans de disette, est-ce qu'il y avait la disette dans le pays de l'Égypte? Non. Ils étaient dans l'abondance et les autres venaient acheter chez eux. Parce qu'il y avait un homme intelligent. Potiphar avait compris cela aussi. Que si je veux prospérer, je donne la gestion de ma maison à un intendant. Quand tu responsabilises quelqu'un avec ton patrimoine financier, il va le faire avec beaucoup plus de crainte que toi-même. Tu peux traduire tout le monde en justice s'il ne gère pas bien ton argent, mais tu ne peux jamais te traduire toi en justice. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc s'il faut faire le choix, et c'est toi qui dois faire ou quelqu'un d'autre, l'intelligence exige d'employer quelqu'un d'autre. Parce que lui est redevable. Avant de construire la prochaine maison, parlez à votre conseiller financier. Mettre tous les œufs dans un même panier, c'est un risque financier. Avoir trop de biens immobiliers sans avoir diversifié son portefeuille, vous vous exposez. S'il y a des bombes ici et que tous vos bâtiments explosent, vous reprenez à zéro, n'est-ce pas? Il y a des gens qui pensent, j'ai beaucoup de cash, j'ai $1 million. Si un jour vous regardez France 24, on dit que l'Amérique a démonétisé. Ils ont changé de billets de dollars. Et vous en avez 10 millions ici. Du jour au lendemain, vous êtes pauvre. Vous stockez votre richesse dans une monnaie que vous ne contrôlez pas. Vous prenez des gros risques qui peuvent vous coûter cher dans les années qui viennent. Déjà, l'Amérique est en train de basculer vers la monnaie électronique. Je dis aux États-Unis, je n'ai pas besoin de cash. C'est juste mon téléphone qui achète tout. Et vous avez des malles et des valises pleines de dollars. Je suis venu comme prophète, prophète financier. Vous avertir, vous risquez de pleurer dans les jours qui viennent. On ne met pas tout au même endroit. On ne met pas tout dans la même industrie. On ne met pas tout dans le même pays. On ne met pas tout dans la même monnaie. Celui qui avait 8 talents, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 5 à un intendant, 2 à un autre, 1 au troisième. Il a réduit son risque. Et s'il avait pris un seul et qu'il avait le malheur de tomber sur les creuseurs de trous qui cachent le talent, il lui donne les 8 talents. Les gars allaient faire 8 trous pour chaque talent. Il allait connaître une grosse perte, n'est-ce pas? Mais parce qu'il a diversifié, parce qu'il n'a pas mis tous ses œufs dans un même panier. Vous voyez, je vous ai dit que la Bible, c'est un livre de référence où vous pouvez apprendre tous les principes financiers. Ce n'est pas un livre religieux. C'est clair, n'est-ce pas? C'est clair? Ayez un peu d'argent à Colosie, un peu aux États-Unis, un peu en Chine. Parce que le monde ne va pas s'écrouler le même jour. Tous les pays ne vont pas tomber le même jour. Il y a des instruments financiers qui existent, on va vous aider. Tu n'es pas obligé d'aller en Chine pour mettre en Chine.
Il y a des instruments financiers que tu peux exploiter tout en étant ici. Faire des placements dans différents pays, différentes économies, différentes industries. C'est clair, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je vous donne 3 définitions de la pauvreté qui vont vous aider à mieux comprendre. Parce que j'aimerais que nous puissions faire un diagnostic personnel, chacun de nous. Un diagnostic personnel. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, bon, moi, ça ne me concerne pas, je ne suis pas pauvre. Hein? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Première définition, c'est ce que nous appelons la pauvreté absolue. Écrivez cela, pauvreté absolue. C'est quoi la pauvreté absolue? La pauvreté absolue désigne une situation où une personne n'a pas accès aux ressources de base nécessaires à la survie. Ces ressources sont la nourriture, l'eau potable, un logement décent, des soins médicaux essentiels, etc., etc. Donc, quand quelqu'un n'a pas accès aux ressources de base nécessaires à la survie, nous disons qu'il souffre de la pauvreté absolue. Parfois, on donne un montant à cette forme de pauvreté. En Amérique, par exemple, on dit que toute personne qui gagne moins de 2 $ par jour est dans cette définition de la pauvreté. Ici, c'est à vous de réfléchir. Qui est pauvre? Qui est absolument pauvre? Deuxième définition de la pauvreté, c'est ce que nous appelons la pauvreté relative. La pauvreté relative dépend du contexte social et se définit par rapport à la richesse des autres membres de la société. Donc, même si une personne a accès aux besoins de base, c'est-à-dire qu'il mange, il a un logis, il a accès à l'eau potable, il a accès aux soins médicaux, il peut souffrir de la pauvreté relative si ses revenus sont en dessous de la moyenne de cette société. Alors, quel est le salaire moyen à Kolwezi? Je ne dis pas le salaire maximum au minimum, je dis le salaire moyen, c'est-à-dire qu'on prend ceux qui gagnent plus, ceux qui gagnent moins. Quelle est la moyenne? Par mois? 500? Je ne dis pas minimum, moyen. Moyen, c'est-à-dire vous additionnez tous les salaires divisé par le nombre de salariés et vous avez la moyenne. Combien? 300? Il y a des gens qui gagnent moins de 150? Ok. Beaucoup même? Ok. Prenons 150, c'est la moyenne. C'est juste un exemple. Donc, si nous prenons 150 $ par mois, nous disons que ça, c'est la moyenne pour avoir une vie acceptable à Kolwezi. C'est ça? Ça veut dire que vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas pauvre, vous vivez quand même bien. C'est combien par mois? Combien? Ça veut dire que vous n'êtes pas riche et vous n'êtes pas pauvre. C'est la moyenne. C'est combien? Ok, tout le monde, une grande partie dit 500. Prenons 500. Ça veut dire que tous ceux qui sont en dessous de 500 souffrent de la pauvreté relative. Même s'ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école, même s'ils peuvent manger, leur lutte à eux, ce n'est pas la lutte contre la pauvreté absolue, mais c'est la lutte contre la pauvreté relative. C'est-à-dire qu'ils ont besoin que nous puissions leur donner des techniques, des principes, des astuces pour augmenter leurs revenus au-dessus de 500, de la moyenne. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc tout le monde a un besoin. Et la troisième forme de pauvreté, c'est celle que nous appelons la pauvreté des conditions d'existence. La pauvreté des conditions d'existence. Cette forme de pauvreté se réfère à la mauvaise qualité des conditions de vie, telles que manque d'accès à une éducation de qualité,
à des infrastructures sanitaires, à un logement décent ou à des transports décents. C'est-à-dire, si vous avez une grande villa, une grosse voiture, mais le courant se coupe chaque fois, même si vous gagnez 10 000 dollars de mois, vous souffrez de la pauvreté des conditions d'existence. En d'autres termes, je voulais dire que nous tous ici dans la salle, nous sommes pauvres d'une façon ou d'une autre. Donc chacun a à lutter contre sa propre version de pauvreté. Il y a des gens qui n'ont pas à lutter contre la pauvreté absolue. Ils n'ont pas à lutter contre la pauvreté relative parce qu'ils ont déjà gagné ça. Mais ils doivent lutter pour que l'électricité se stabilise, que l'eau soit potable et que ça coule chaque fois, que les routes soient bonnes pour leurs bonnes voitures et que les enfants n'aient pas besoin d'aller ailleurs parce que toutes les meilleures écoles sont à quelques mètres de la maison. Et les hôpitaux ne se trouvent pas en Inde, ne se trouvent pas en Afrique du Sud, c'est à quelques mètres de la maison. Nous avons tous à lutter contre cette pauvreté-là. Parce que le temps qu'on t'achemine en Afrique du Sud, même si tu as 10 millions de dollars, tu risques de mourir dans l'avion. Ta situation peut s'empirer pendant le vol. Donc tu risques de raccourcir ta vie malgré que tu avais l'argent parce que l'hôpital est très loin. Il y a des gens qui meurent d'une mort qu'ils n'ont pas méritée. Il y a des petites crises qu'on pouvait sauver, mais les gens meurent parce qu'il n'y a pas d'ambulance. Parce qu'il n'y a pas de secouristes. Donc, pendant que vous construisez la richesse, ne courez pas toujours derrière l'argent. L'argent et la richesse sont deux choses différentes. Vous ne pouvez pas avoir une société où les gens ont beaucoup d'argent, mais il n'y a pas d'électricité. Beaucoup d'argent, mais les routes ne sont pas bonnes. Beaucoup d'argent, mais il n'y a pas d'école. C'est-à-dire qu'on sacrifie la richesse pour l'argent. Mais il faut sacrifier l'argent pour la richesse. L'argent doit être un instrument pour vous aider à créer la richesse. Alors, nous avançons. Je vais maintenant vous donner des stratégies concrètes. J'annonce que cette conférence annonce une série d'ateliers de formation. Qui, depuis que j'ai commencé à parler, a gagné quelque chose? Je vais voir la main. Comme ça, la caméra va voir ça. Caméraman, prenez le tout. Photographe, photographiez. Gardez les mains levées. Regardez combien de gens reçoivent quelque chose de ces enseignements. Qui veut que nous puissions continuer comme ça? Voilà. Samedi prochain, nous nous retrouvons encore. Le samedi prochain, nous allons entrer en profondeur. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de quoi, n'est-ce pas? Dans la vie, il y a toutes ces questions qu'on doit se poser. Quoi? Comment? Quand? Avec qui? Pourquoi? N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le quoi. Qu'est-ce qu'est la pauvreté? Qu'est-ce qu'est l'intelligence financière? Etc., etc. Le samedi prochain, nous allons faire le comment. Comment aller de 100 à 1000? De 1000 à 8000? Etc., etc. Vous avez compris, n'est-ce pas? C'est ça que nous allons couvrir. Et on va y aller mollo mollo. Chaque habitant de Kolwezi doit être au minimum un millionnaire. Minimum. Au minimum un millionnaire. Donc, celui qui est à Kolwezi et qui est pauvre, pêche. Dis à ton voisin,
Si tu as Colosie et que tu es pauvre, tu pêches. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi, n'est-ce pas? Le péché, c'est la transgression des principes. Si tu transgresses les principes financiers que Dieu a établis, tu pêches. Tu pêches. Et ta pauvreté est le résultat de ce péché. Alors, je jette les bases aujourd'hui et samedi prochain, ça sera un atelier de formation. Samedi prochain, vous aurez des supports, un syllabus. On va breveter cela à la fin. C'est clair, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les stratégies concrètes pour sortir de la pauvreté? Il y en a plusieurs, mais je vais vous donner les grandes lignes, des choses qui m'ont aidé moi. OK? Le premier principe écrivé, c'est se connecter à un mentor. Se connecter à un mentor. Un mentor est un guide expérimenté qui vous aide à naviguer dans les complexités de la finance. Qui était le mentor de Pharaon? Joseph. Qui était le mentor de la veuve dont les créanciers réclamaient les enfants? Élisée. Remarquez que la première démarche qu'elle a faite, c'est de chercher un mentor. Et quand elle a trouvé Élisée, il dit, le créancier réclame mes enfants, et le mentor lui dit, qu'as-tu à la maison? Les principes ont commencé, qu'as-tu à la maison? J'ai un peu d'huile, voilà ce que tu vas faire, va auprès de tes voisins, demande des vases, ne demande pas un petit nombre. Lorsque tu vas rentrer, appelle tes enfants, commence à verser. Ça, c'est un mentor, il te dit exactement, il peut te dire à Colosie, concentre-toi sur ça d'abord. Il y a des gens parfois qui commencent les affaires dans un mauvais domaine. Puis il dit, ça ne marche pas. Le mentor peut te dire, commence d'abord dans cette industrie et après tu vas entrer ici. Il peut te dire, ne commence pas avec l'immobilier, commence d'abord avec ça. La première chose que nos amis qui nous ont offert l'hospitalité aujourd'hui dans cet endroit, quand ils sont arrivés dans ce pays, je vous ai parlé de l'immigration organisée. La première chose qu'ils ont faite, ce n'était pas des immeubles. Ils ont d'abord installé la Robank, d'abord une banque. Après la banque, les supermarchés. Après les supermarchés, les appartements. Parce que la banque, c'est la source de financement. Tout part de là. Ça, c'est intelligent. Nous pouvons apprendre. Les étrangers sont aussi des instruments que Dieu utilise pour développer un pays. Parce qu'ils vous montrent des exemples. Ils amènent quelque chose que vous n'avez pas. C'est pour ça que même dans la Bible, on dit, tu mangeras la dîme avec l'étranger qui est dans son pays. Vous lisez ça, n'est-ce pas? Oui. Qui a sauvé l'Égypte? C'est un Égyptien? C'était qui? Du nom de qui? Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc je pousse votre réflexion à voir un peu plus loin. Par où commencer? Par où commencer? Par où commencer? Un mentor, c'est le point de départ. Vous pouvez le côtoyer en présentiel avec une relation directe. Vous pouvez le côtoyer dans les ouvrages parce qu'il documente sa pensée. Vous pouvez le côtoyer dans des conférences comme celle-ci parce qu'il transmet sa pensée, n'est-ce pas? Vous cherchez un modèle et vous suivez. Il y a un homme que j'ai suivi de 93 jusqu'en 2014 quand il est mort, Dr. Miles Monroe. Je l'ai découvert en 93. J'ai commencé à acheter tous ses ouvrages, à écouter tous ses enseignements
a voyagé pour aller là où il était basé, en dehors des États-Unis, était dans les Caraïbes, ça coûte trop cher parce que ce sont des pays touristiques, mais j'ai payé le prix pour aller à des conférences, l'écouter, jusqu'à ce que j'ai eu l'opportunité de travailler avec lui, l'inviter au Congo, il a animé des conférences à Kinshasa, et en 2014, il est mort, il est parti, mais il m'a tout laissé. J'ai produit plus que ce que j'ai dépensé pour avoir accès à sa connaissance. On dit, acquiert l'intelligence. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert la sagesse. C'est-à-dire, achète la sagesse. Acquérir, c'est acheter. Devenir propriétaire. Donc, tu dois apprivoiser la sagesse. Tu dois t'approprier la sagesse. Tu dois intérioriser la sagesse. Et pour le faire, tu as besoin d'un mentor. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, ne travaille pas seul. Écris cela. Ne travaille jamais seul. Il faut toujours miser sur la puissance d'un réseau. Toujours. Travailler en synergie. Je disais quelque part, si je vous pose la question, à qui appartient ce bâtiment? Vous allez dire quoi? Ça appartient à qui? Ça appartient à qui? C'est au singulier ou au pluriel? Quand c'est les Congolais, c'est singulier. On va dire c'est pour Ilonga. C'est pour M. Ilonga. Ça, c'est pour M. Moutombe. Ça, c'est pour M. Yav, etc., etc. Quand c'est nous, ça devient au singulier. Quand c'est les autres, c'est toujours au pluriel. Voilà pourquoi ils sont plus forts. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. C'est un verset entrepreneurial. On parle de salaire, on parle du travail, on parle de la rentabilité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui le dit. Dès qu'il crée l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non pas, il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Non, non. Ce n'est pas un passage qui a trait au mariage. Hein. Le célibat et la solitude, c'est deux choses différentes. Vous avez compris, n'est-ce pas? D'ailleurs, on peut être marié et être seul. Se battre seul, sans l'appui de l'autre. Vrai ou faux? Ouais. Donc on dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On peut être issu d'une grande famille. Non, nous avons une grande famille, on a 15 ans. J'ai 15 frères. Mais on est seul. On se bat seul. Tu ne peux t'appuyer ni sur ton frère, ni sur ta soeur. Pourtant, vous êtes nés d'un même père et une même mère. Mais on ne vous a jamais dit, dès votre enfance, que vous deviez travailler ensemble. Tout ce qu'on a fait, c'est payer le Minerval, en espérant que l'école va vous apprendre ces valeurs. L'école ne vous apprend pas ces valeurs. Ici, on étudie, tout le monde regardant dans la même direction, n'est-ce pas? Et on classe les enfants, premier de la classe, derrière de la classe. Ailleurs, on ne le fait plus. On ne fait plus ailleurs. Ailleurs, les enfants étudient en cercle, sur des tables, autour d'une table. Dès le bas âge, ils travaillent en collaboration. Il n'y a pas de proclamation à la fin. Il n'y a pas un premier et un dernier. Ils se tissent de relations à l'école. Ils commencent des entreprises à l'école. La plupart des grandes innovations ont commencé sur les bancs de l'école. Mark Zuckerberg avec Facebook, c'est à l'université qu'ils ont commencé cette page-là. Aujourd'hui, c'est des milliards de dollars. Bill Gates, il était en deuxième graduat quand il a commencé à travailler sur Windows. Aujourd'hui, c'est un milliardaire. C'est à l'école, à l'université que vous pouvez avoir les meilleurs partenaires parce que vous passez beaucoup de temps avec eux. Ma question est de savoir, vous causez sur quoi
avec vos collègues étudiants. Vous parlez de quoi? Des entreprises que vous allez créer. Vous discutez sur quoi? Sur la conjoncture? Sur la vie qui ne marche pas, sur les mariages? Avant de penser au mariage, il faut penser au travail. Vrai ou faux? Quelle est la première chose que Dieu a donnée à Adam? Une femme ou le travail? Et la femme était une nécessité à cause de l'ampleur du travail. Vrai ou faux? C'est quand on lui donne la tâche d'être féconde, multipliée, etc. C'est alors qu'on dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il lui faut quoi? Une aide semblable. Vous vous mariez pour vous entraider dans une vision commune. Vous devez lutter contre la pauvreté ensemble. La main-d'œuvre, la première main-d'œuvre, c'est vos enfants à la maison, vous tous. Vous êtes une entreprise. Toute famille représentée ici est une entreprise qu'il faut gérer. Vos enfants doivent être des partenaires. Comprenez, n'est-ce pas? Misez sur le réseau. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous changeons. Nous n'allons plus travailler seuls. La loi congolaise prévoit que tous les contrats de sous-traitance doivent être l'exclusivité de qui? Des Congolais. Qui est dans ce secteur-là, qui lève la main? Je vais poser des questions pratiques. Okay? Secteur de sous-traitance. Okay. Quelle est la taille moyenne des contrats qu'on peut avoir dans le secteur minier ici? Donnez-moi un exemple. Par exemple, on peut avoir un contrat de combien? Oui? Combien? 1 million. On vous dit, vous avez un contrat d'1 million, vous livrez X, Y, Z. Et on vous donne un délai, n'est-ce pas? Pour le faire. Bon, on va faire l'appel d'offres. Celui qui offre mieux, celui à qui on va donner. Et vous devez agir vite. Le plus souvent, vous financez avec l'argent de qui? Votre argent d'abord, n'est-ce pas? Et vous allez facturer. C'est alors que vous allez gagner de l'argent. Dans le cadre de Empower Africa, qui est notre plateforme, nous avons la vision. Cette vision m'a été donnée par Dieu. Je vous informe en passant. Donc, les gens à qui je parle, c'est Dieu qui m'a inspiré ça. C'est Dieu qui m'a donné cette vision. Nous nous sommes dit, appliquons les principes parce que qui ont suivi ma formation en Colosie la toute première fois quand j'ai donné une formation? Levez la main. Vous voyez, il y a des gens ici. C'était en quelle année? En quelle année? 2016. On parlait déjà de certaines de ces choses, vrai ou faux? N'est-ce pas que j'avais dit qu'il faut travailler ensemble, vrai ou faux? N'est-ce pas qu'on a dit qu'on devait avoir des alimentations, avoir des appartements, des hôtels, vrai ou faux? C'est ça le fait. Qui le font, nous ou les autres? Parce que nous allons de conférence en conférence. Au lieu de pratiquer la connaissance déjà acquise. Je vous donne un exemple simple. Nous venons ensemble, nous sommes tous des entrepreneurs et nous avons un réseau où nous mettons nos moyens financiers ensemble. Nous créons, ça c'est la vision que nous avons, nous créons un réseau de 2000 partenaires dans un cadre d'un réseau d'investisseurs. L'un de nous a un contrat d'1 million. Prenez vos calculatrices. L'un de nous a un contrat d'1 million. Et nous sommes à 2000 dans le réseau. Moi, je suis le coach. Je fais appel, une convocation de tous les partenaires et nous partageons le chiffre de ce contrat. Si on débloque 1 million aujourd'hui, quand on règle la facture, nous allons gagner autant. Faites 1 million divisé par 2000 personnes. C'est 1 million divisé par 2000 personnes.
Combien? Ça nous prendra combien de temps pour lever 500 $ chacun? Combien? En sous-entendant qu'entre-temps, nous vous avons enseigné tous les principes de l'épargne, de la discipline financière et toutes ces choses. Les 500 $, vous les aurez. Vous allez le chercher ou vous les aurez déjà? Vous les aurez déjà. Parce que depuis tout ce temps, on vous a discipliné d'une certaine façon. Et si vous les avez déjà, une telle décision prend combien de temps? Combien? On a décidé, les transferts se font. Il y a 1 million, on a pris le marché. Les factures, ces règles, généralement ceux qui sont dans la sous-traitance. Si nous livrons ces services-là d'1 million, on va nous régler après combien de temps? Combien? Combien? 30 jours? Donc, une décision d'1 minute produit des résultats dans 30 jours. Deuxième contrat, troisième contrat, quatrième contrat, cinquième contrat. Que devient votre vie si vous faites partie de cette association? Est-ce que vous avez 1 million? Si c'est vous qui tombiez devant cette opportunité, qu'est-ce qui arrive? Soit vous n'allez rien faire, soit vous allez devenir commissionnaire de quelqu'un d'autre. Ok, je pose la question. Est-ce que ce que je viens de vous dire, c'est compliqué? Ça demande d'aller à la Lune? On aura le temps de poser des questions. Mais j'aimerais que vous puissiez prendre la connaissance. Faites ceci, tenez la tête. Et faites ceci. Faites ceci. Faites encore ça. Et faites ça. Encore une fois. Et faites ça. Dites avec moi, connaissance, conviction. Connaissance, conviction. La seule chose, la seule information qui peut vous transformer, c'est la connaissance que vous transformez en conviction. Si ce que je vous dis, que je viens de vous dire, reste ici, ça ne produira rien. Mais si vous transférez ça d'ici à ici, vous le croyez. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et non pas si tu connais, si tu crois. Si tu crois à la chose simple que je viens de dire, ta vie change. Alors on avance. Donc, première stratégie, c'est d'abord faire quoi? Connecter avec un mentor. Quels sont les différents moyens d'être connecté à un mentor? Relations personnelles, à travers les livres, à travers les conférences. De près ou à distance, vous pouvez être connecté à un mentor. Pour ceux qui sont ici, qui sont chrétiens, qui suivent Jésus, je vais voir la main de ceux qui suivent Jésus. Vous l'avez déjà vu physiquement? Il vous conduit comment? À travers son livre, n'est-ce pas? À travers ses conférences, parce qu'il s'est reproduit dans plusieurs messagers. C'est des exemples simples, n'est-ce pas? Très simple. Vous pouvez suivre quelqu'un que vous ne voyez pas physiquement, mais parce que vous croyez dans ce qu'il dit. Donc, si vous croyez dans ce que je vous dis ce matin, vous me suivez déjà. Vous avez compris, n'est-ce pas? Très simple. Alors, troisième stratégie. La formation continuelle. La formation continuelle. Il faut se former continuellement dans l'intelligence financière. L'industrie financière
change presque chaque mois, je peux dire. Il y a toujours de nouveaux instruments financiers. Il faut connaître. Quand il y a eu la pandémie, par exemple, je vous donne un exemple. Lorsqu'on a commencé à annoncer COVID-19, confinement et toutes ces autres choses-là, moi j'ai réfléchi pour dire, ok, quelle est la finalité de tout ça? C'est le vaccin. Tout ça pour résoudre ce problème, on va proposer les vaccins. Ok. Je me mets à chercher les sociétés qui font des recherches et qui produisent des vaccins. Et j'ai vu que Moderna était l'une des sociétés, Pfizer, Johnson & Johnson, il y avait toute une liste. J'ai choisi 2, Moderna et Pfizer, et j'ai fait des placements. On va vous apprendre tout ça. Vous pouvez faire des placements même tout en étant ici. Vous pouvez placer dans d'autres pays. Ça m'a fait un bénéfice de 400%. Juste devant l'ordinateur et le téléphone. Les malheurs des uns fait l'ignorance, écrivez cela, l'ignorance coûte plus cher que la connaissance. L'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Si on vous dit un livre coûte $20, vous ne l'achetez pas. L'ignorance de ce qui est écrit va vous coûter plus que $20. Vous allez penser que vous avez fait une bonne affaire. Non, j'ai mes $20, je ne les ai pas fait sortir. Non, non, vous avez perdu. Parce que le livre pouvait vous faire gagner 10 000, 100 000, juste avec un principe qui vous a coûté $20. Vous avez compris, n'est-ce pas? C'est ça le secret, la différence entre les riches et les pauvres. Donc, il faut se former. Chaque fois que vous entendez parler de formation, ateliers de formation, conférences comme cette conférence, vous avez fait un très bon choix. Je vous pose la question. Admettons que vous aviez un rendez-vous important et que vous n'êtes pas venu à cette conférence. Est-ce que vous alliez deviner ce qui a été dit? Vous allez savoir qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que le thème projette l'image de ce qui va être dit? On ne juge pas un livre par la couverture, il faut l'ouvrir. Il y a des gens, conférence, intelligence financière, on a déjà suivi ça. Leadership, on a déjà suivi ça. J'ai déjà fait 10 conférences en leadership. Non, 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 non. Il y a conférencier et conférencier. Moi, je ne parle pas des choses que j'ai lues, je parle des choses que j'ai enseignées aux Américains pendant 25 ans. Blancs, noirs, chinois, indiens, tout le monde confondu. J'ai pris ma retraite dans ce domaine. Je ne vous parle pas en qualité de quelqu'un qui a lu le livre sur les finances. Je vous parle en qualité de quelqu'un qui travaille là-dessus. Même j'ai pris ma retraite, mais j'ai un cabinet de conseil en finance à Dallas, un cabinet privé. Je continue à accompagner mes clients en dehors de l'entreprise qui m'employait. Vous avez compris, n'est-ce pas? Il y a aussi une dimension scientifique dans la gestion financière. Il y a une dimension scientifique. Ce n'est pas que de l'art. C'est aussi une science que vous devez maîtriser. Alors, nous évoluons. Quatrième stratégie. Quelle est la première stratégie? Se connecter à un mentor. Deuxièmement, travailler ensemble dans le réseau. Toujours ensemble. Toujours ensemble. Mettez-vous toujours en réseau pour faire des choses. Toujours ensemble. Travaillez plus jamais seul. Ensemble dans la famille, ensemble dans la communauté, ensemble dans l'église, ensemble dans un réseau comme celui-ci.
C'est clair, n'est-ce pas? Nous allons progressivement chuter. Alors, quatrième astuce, pratiquez toute sagesse acquise. Pratiquez toute sagesse acquise. Il ne suffit pas d'apprendre, l'action est primordiale. Je disais à quelqu'un, je me souviens, on s'est dit, écoutez, il faut qu'on commence un business dans la pisciculture et tout ça. Il réfléchissait. 6 mois après, je dis, mon frère, si on avait déjà démarré le tilapia là, il serait déjà dans une cuisine. Parce que ça prend 6 mois seulement pour produire, je ne sais pas si c'est 1 kilo, si c'est 600 grammes de tilapia. 45 jours pour que l'œuf produise un poussin. Mais toi, tu prends 2 ans pour prendre une décision. C'est déjà un poulailler que tu as sacrifié. Prenez vos décisions le plus rapidement que possible et ne changez pas d'avis aussi facilement. Je reprends encore. Prenez vos décisions le plus rapidement que possible et ne changez pas d'avis le plus facilement. Mais il y a beaucoup de gens qui font le contraire. Ils prennent tout leur temps pour décider et très peu de temps pour changer d'avis. Vous n'allez pas avancer. S'il y a des gens ici qui sont des entrepreneurs outillés, qui font des affaires de haut niveau, ils vont vous dire qu'ils prennent des risques énormes. Il y a quelqu'un qui va te dire, j'ai fait une perte de 2 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il avait pris un risque au niveau de 2 millions, n'est-ce pas? Donc, plus haut et plus important est le risque que tu prends, plus le potentiel de gagner tu auras. Mais il faut prendre des risques calculés, des risques intelligents. Vous avez compris, n'est-ce pas? Et l'intelligence financière vous aidera à faire cela. Alors, nous allons chuter. Je vais vous parler de l'importance de la synergie en donnant une illustration rapide. J'ai parlé toujours à la société civile à Kinshasa et j'ai dit, je vois le mouvement des femmes qui vont en Chine, à Dubaï, acheter des choses, venir vendre ici. J'aimerais faire une étude de cas pour vous montrer que vous pouvez mieux faire ce que vous faites. J'ai prélevé un échantillon de 2000 femmes. Il y en a tout plein. La population de Kinshasa, c'est plus de 20 millions aujourd'hui. Il y en a beaucoup sur les 20 millions là qui font ces navettes. Alors j'ai dit, prenons l'échantillon de 2000 femmes qui sont dans l'import-export. Le commerce, en fait, ils vont acheter, ils revendre ici. J'ai posé la question, j'ai dit, le billet, ça coûte à peu près combien? Prenons billet séjour. Elles m'ont dit 2 semaines et tout ça là. J'ai dit billet, séjour, restauration et toutes les démarches sur place, sans compter le capital. C'est combien? Elles m'ont dit 2500. Donc, c'est-à-dire billet, logement, restauration, transport, télécommunications et toutes ces autres choses, et les divers, 2500. Alors, j'ai posé la question, vous faites combien de navettes par an? Ils m'ont dit en tout cas, une navette par trimestre, donc on fait au moins 4 navettes. Prenez vos calculatrices, on va rapidement. 2500 de budget logistique. On le fait 4 fois l'an. C'est un budget de combien par femme? Elles sont à combien? Multiplié par 2000. Elles dépensent collectivement combien? Combien? Dites un peu plus fort. Combien? À l'époque, pour avoir l'agrément de la Banque centrale pour créer une banque, il fallait une réserve de 10 millions de dollars. Donc j'ai dit à ces femmes, vous faites mal ce que vous faites. Avant de dépenser le billet, mettez d'abord vos 10 000 dollars ensemble, vous avez 20 millions, créez une banque, la Banque des femmes d'affaires du Congo. Deuxième étape, vous organisez une foire d'exposition des produits chinois à Kinshasa. Sous le haut patronage de la Banque des femmes d'affaires congolaises. Qui paye le billet? Qui fait le billet? Avant cela même, vous construisez des hôtels, vous construisez des restaurants,
Vous mettez des agences de location de voitures. Vous créez des sites touristiques. C'est votre banque qui fait tout ça avant la foire. Vous avez toute une logistique et vous lancez la foire internationale des expositions des produits chinois. Qui viennent chez vous? Ils logent où? Ils mangent où? Ils sont transportés par qui? Est-ce que vous avez dépensé votre argent? Votre argent se trouve où? À votre banque. Ils exposent les échantillons. Vous choisissez des gammes de produits parce que vous pesez. Vous leur dites de livrer et ils se feront payer dans plutôt dans 60 jours. Vous avez acheté la marchandise? On vous a consigné la marchandise. Vous n'avez jamais dépensé vos 20 millions. Vous n'avez jamais quitté vos maisons. Mais vous avez eu la marchandise. Pourquoi on vous fait confiance? Pourquoi on vous a consigné? Parce que vous avez un réseau de combien? De 2000 femmes. Et parce que vous avez quoi? Une banque. Parce que vous avez des hôtels. Parce que vous avez des restaurants. Parce que vous avez un portefeuille diversifié. On vous fait confiance. D'ailleurs, l'autorité vous connaît. Vrai ou faux? Si les femmes s'organisent comme ça, elles ne seront pas connues? Elles seront connues? Donc, l'autorité s'est même fait représenter dans votre foire. Certains ministres ont même négocié pour vous. C'est juste une intelligence. Est-ce que vous avez touché à votre capital? Tout ce que vous avez déployé, c'est quoi? L'argent de transport, l'argent de l'hôtel et les manger que vous alliez dépenser ailleurs. Vous avez d'abord organisé cela. Il y a 5000 personnes, il n'y a que 5 poissons et 2 pains. Comment on va les nourrir? Première instruction, c'est d'abord quoi? Faites-les asseoir. On ne mange pas d'abord, on ne multiplie pas d'abord. On organise le miracle. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir comment? Par groupe. Par réseau. Groupe de 50, groupe de 100. C'est alors seulement que le pain et le poisson se multiplient. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un est éclairé? Si nous sommes à 2000, 1000 $, nous avons combien? 2 millions. On peut le faire en une journée. OK. Vous avez gagné quelque chose? Ça va vous servir dans la vie? Pouvez-vous acclamer pour vous-même?